Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, bilan lecture manga, et on va parler de pas mal de choses. Il y aura 7 chapitres dans cette vidéo. Quand je dis chapitre, le chapitrage est disponible ici. Et tu vas me dire de quoi qu'est-ce donc qu'on va parler? Eh ben écoute, laisse-moi t'expliquer. Premièrement, repartons à l'époque des samouraïs, nous allons en suivre un qui est immortel, et qui va partir en quête de vengeance, avec le tome 1 de l'habitant de l'infini. Ensuite, on ira, tout simplement, en ville, manger dans un restaurant de burgers. Parce que oui, il y en a un qui vient d'ouvrir très récemment, avec Today's Burger, tome 1. Ensuite, on va revisiter un vieux roman. Une revisite futuriste. C'est le bateau-usine, où on va suivre, dans ce bateau qui pêche, qui chasse le crabe, une lutte des classes entre la classe basse et la classe haute. Ensuite, sur Terre, période glaciaire, ou glaciale, j'ai un doute. Bon, peu importe. En tout cas, il fait très froid à Glagla, et en plus, il y a des monstres. Des bonnes nouvelles. Un jeune homme était censé, avec son gros robot, être le sauveur du monde. Censé. On va suivre ses aventures dans le tome 1 et dans le tome 2 de Snowball Earth. Puis ensuite, l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont été séparés. Malheureusement, la problématique, c'est que c'est l'endroit où ça va se passer, en fait. Et ça se passe dans une ville-prison gigantesque, où il n'y a ni foi, ni loi. Et ça, c'est le tome 1 de Soloist in the Cage. Puis ensuite, pour un petit peu se calmer, revenir à quelque chose de plus poétique, de plus beau, avec un dessin magnifique, un maître du manga, Tsukasa Ojo, qui nous offre le tome 1 et le tome 2 dans une nouvelle édition, parce que ça c'est une réédition, de Sous un rayon de soleil. Si tu aimes la nature, les arbres, les plantes, et les jeunes filles qui peuvent communier avec la nature, ce bouquin sera fait pour toi. Et on finira avec du shonen plus shonen que ton shonen préféré, puisque nous allons suivre dans Gash Bell l'histoire d'un démon qui doit affronter 99 autres démons pour devenir le roi des enfers, pas des démons. Voilà, j'ai envie de te dire, on se retrouve juste après le générique. Et on va commencer par le tome 1 de cette réédition de L'Habitant de l'Infini chez Casterman. Alors, avant de te parler du contenu, de quoi ça parle, des dessins, etc., je voudrais juste te montrer la jaquette que je trouve vraiment très très belle. C'est la jaquette qui, de mémoire, est tirée de l'édition japonaise. C'est du papier un petit peu texturé, version canson, et c'est vraiment magnifique. À part ça, un petit peu déçu de l'édition. Alors, pourquoi déçu de l'édition ? Parce que c'est une version petite en tome double. Je me suis trompé quand je t'en ai un petit peu parlé la semaine dernière, c'est pas une édition tome triple, c'est une édition tome double, qui sera en 15 tomes pour les 30 tomes d'origine de la série. Quel dommage, je te le dis tout de suite, quel dommage. Parce que, oui, l'habitant de l'infini, c'est beau. Oui, l'habitant de l'infini, c'est... Souvent, t'as l'impression que c'est crayonné. Tu sens le travail de l'auteur. C'est pas un bouquin qui est fait par ordinateur. En tout cas, c'est ce que tu ressens. Tu sens que c'est vivant. Et malheureusement, je trouve en tout cas que ça aurait très largement mérité un format plus grand, comme la seconde édition, si je dis pas de bêtises, en tout cas l'édition précédente à celle-là. Quel dommage. Vraiment, vraiment, quel dommage. Bon, maintenant que ça s'est expédié, qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire, parce qu'en vrai, c'est quand même ça le plus important. Donc, nous allons suivre l'histoire d'un jeune samouraï qui est immortel. Dès le début, c'est un constat. Il va rencontrer très rapidement une jeune fille qui, elle, a soif de revanche, et qui va vouloir l'embaucher. Je dis une jeune fille, pas une jeune femme, une jeune fille, j'insiste là-dessus. Qui va vouloir l'embaucher, parce que c'est... Évidemment, c'est un univers dur, et c'est normal, l'époque des samouraïs, c'est pas tout à fait glamour, et elle va avoir besoin de lui pour partir en guerre contre tout un cartel, je dis un cartel, même si c'est pas l'appellation japonaise, m'en veux pas, mais tout un groupe avec un chef et des sous-chefs, etc.,
Bah c'est bigrement bien, j'ai pris beaucoup de plaisir, parce que l'avantage... Tu pourrais un petit peu penser que c'est comme One Punch Man, c'est-à-dire que t'es immortel donc t'es imbattable. Non, c'est pas parce que t'es immortel que t'es imbattable. T'es immortel, tu peux pas mourir. C'est pas la même chose. Et encore, même en vérité, dès le tome 1, on commence à sous-entendre que peut-être c'est pas tout à fait vrai. On va avoir beaucoup de personnages en vrai qui sont très bien écrits. Par exemple, là j'en vois un des premiers sbires qu'il affronte, pour ceux qui l'ont lu, c'est celui qui a les grandes épaulettes. Si vous l'avez pas lu, quand vous lirez ce moment, vous direz « Ah, c'est impressionnant !» Donc des personnages qui sont bien écrits, des méchants vraiment méchants, et encore une fois, c'est pas facile de faire des méchants qui vont être peut-être là pendant un chapitre, qui vont être le méchant qu'on combat, et qui ensuite on va passer. Donc vraiment très bien écrit, vraiment très intéressant. On y sent tous les... Comment est-ce que je pourrais dire? Tous les tenants et les aboutissants de l'époque. Vraiment, l'Habitant de l'Infini est un très bon manga sur le thème des samouraïs, avec du fantastique, évidemment. Moi, en ce qui me concerne, je n'aime pas particulièrement ce thème-là, c'est-à-dire que je vais pas me jeter sur tous les bouquins de samouraïs, parce que j'en suis pas fan, tout simplement, mais l'Habitant de l'Infini est une très bonne série, une très bonne lecture, avec un trait que j'ai adoré. Old school, évidemment, certains diront vintage, c'est vrai, ou parfois quand il y a des exécutions, on passe sur des pages ou des doubles pages qui vont être un petit peu parfois déroutantes, je ne le cache pas. Tu vois, comme si c'était une fatalité à Mortal Kombat. Bien dessiné, tu vois, mais c'est une page très spécifique. Mais on a clairement envie à la fin de ce tome double, donc ce tome 1, mais qui est en fait le tome 1 et le tome 2, d'en savoir plus sur est-ce que cette jeune fille va arriver à ses fins ou non. Très très bonne lecture. Je prendrai la suite de cette édition parce que j'ai pas trop le choix, parce que l'édition précédente est un peu chère. J'en ai vu une par exemple à 350€, je crois, en achat direct, pour les 30 tomes, et les tranches sont très colorées, ne sont pas très belles. Manga suivant. Partons sur le tome 1 de Today's Burger. Ah, le dernier achat manga, je t'en ai brièvement parlé, parce que j'avais lu les 2 premiers chapitres. Là, j'ai lu le tome 1 en entier. C'est un achat compulsif, j'ai vu la jaquette, je me suis dit, allez, soyons fous. Alors déjà, je me suis renseigné depuis, si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, c'est un manga terminé en 18 tomes. Dans ce bouquin, nous allons suivre Satoshi Jinguti, Satoshi, qui est un jeune homme qui travaille dans l'agroalimentaire, qui en est sorti, qui a voulu ouvrir son propre restaurant de burgers. Ça, c'est le postulat de base. Et évidemment, il est très très doué pour cuisiner. On va en apprendre beaucoup plus sur les burgers, sur les ingrédients, mais aussi sur la manière de faire, et parfois même sur l'histoire de certaines recettes. Part du principe qu'en gros, dans chaque chapitre, à peu près, on va le suivre. Alors, en tout cas, il va devoir confectionner un nouveau burger, peut-être pour, j'allais dire charmer quelqu'un, mais pas dans le terme charmer, draguer, mais par exemple parce que un tel vient d'arriver dans la ville, il est un peu triste, il va essayer de lui faire un burger qui va lui rappeler son pays. À un moment, je rentre pas trop dans les détails, parce qu'à un moment, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se concentre pas que sur les clients, on va aussi se concentrer sur le héros. Par exemple, à un moment, il a un problème d'approvisionnement de viande, donc il va devoir trouver une autre manière de faire des burgers, donc sans viande. Évidemment, on va partir sur du veggie. Et ben, c'est pas mal en vérité. Les deux premiers chapitres, je me suis dit oui, c'est pas mal, mais en vérité, à la fin du tome 1, je me suis dit c'est pas mal. Et surtout, ce qui est malin, c'est qu'à la fin du tome 1, il fait un concours télévisé, parce qu'il y est invité, pour, un petit peu comme on pourrait dire Top Chef, Master Chef, etc. Bah, c'est frais, ça donne envie de savoir la suite. Curieusement, je le dis, Today's Burger est un bouquin que je vais continuer. J'ai envie de savoir si... si la jeune femme qu'il aime bien, qui vient régulièrement dans son magasin, s'ils vont se mettre ensemble. Je veux voir si son restaurant, il va arriver à le maintenir. Je veux voir s'il va céder aux sirènes, on va dire, de monter une chaîne ou non. Bah au final, c'est pas mal. Puis c'est bien dessiné, et puis ça donne faim, et puis c'est des burgers. Vive le burger. Allez,
On passe à la suite, Today Burger. Rafraîchissant, divertissant, étonnant. Pas mal, vraiment. Et parlons maintenant du manga Le Bateau Usine. Alors, Le Bateau Usine, c'est un manga qui reprend un vieux roman. Dans le vieux roman, t'as un bateau qui pêche du crabe, dans lequel, comme je t'ai dit dans l'intro, on va suivre, c'est une lutte des classes, hein, entre ceux qui sont en bas de l'échelle et ceux qui sont en haut de l'échelle. Là, c'est la même chose. Sauf que, on n'est plus sur un bateau sur l'eau, mais on est dans une période où les mers ont commencé un petit peu à s'évaporer, et on va avoir des bateaux, usines, qui flottent presque dans l'air, des crabes gigantesques qu'il va falloir aller chasser plus que pêcher, et évidemment, alors évidemment, c'est une œuvre aussi importante pour un public averti, parce que dedans il y a de la violence, il y a de la violence physique, mais aussi de la violence psychologique, puisque les gens qui sont au-dessus, ceux qui gèrent, font faire régner la terreur, pour que les gens qui sont en bas de l'échelon travaillent, et travaillent parfois jusqu'à la mort. J'étais un petit peu au départ interpellé, presque dérouté par les dessins. Je sais pas ce que toi t'en auras pensé de ce que je vais te partager, mais finalement, très rapidement, après le troisième chapitre, je me suis tout à fait au style de dessin, et ça fait le travail, entre guillemets. Pas mal de personnages aussi secondaires, c'est normal, hein, ça brasse. Un méchant que j'ai trouvé un petit peu en dessous de la moyenne, on va dire. Alors moi j'ai un degré d'exigence du méchant, tu vois un petit peu, voilà. Pour l'instant, la supérieure, qui est d'ailleurs la jeune fille qu'on voit ici, bon, je suis pas convaincu par ce méchant-là. J'espère que dans la suite, il y aura un ou alors elle va prendre un peu plus de carrure, d'envergure, j'ai presque envie de dire de charisme, parce que là, j'ai un peu l'impression que c'est... Voilà, elle manque un peu de poids. Malgré tout, on suit notre héros qui s'appelle... Est-ce que j'ai le nom ? Hop, je vais te le dire ça tout de suite. Lucas, voilà. Lucas et Chu, ils sont deux. Donc on va suivre nos héros qui vont essayer de progresser dans la classe sociale, parce que tout simplement, ils sont pas mauvais. Est-ce qu'ils vont réussir ? Est-ce qu'ils vont être rétrogradés dans cette hiérarchie ? Est-ce qu'ils vont réussir à survivre ? Parce que c'est un univers qui broie les gens. Pour ça, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, suivre leurs aventures dans le bateau usine. On continue avec un manga particulier. Je vais te dire la même chose au début sur celui-là, sur le prochain. La couverture ne me donnait absolument pas envie. On est donc là sur Snowball Earth tome 1, tome 2. Tout simplement parce que je n'arrivais pas à identifier de quoi ça allait parler. Tout simplement. Voilà. Est-ce que toi, sans savoir le pitch, tu sais de quoi ça parle ? Moi, je pensais que c'était un truc un peu rigolo, d'humour, pourquoi pas une romance, mais avec une bataille de boules de neige au milieu, tu vois ? C'est ce que je m'étais dit. Bon. Pas du tout. Alors, je vais devoir un tout petit peu spoiler l'histoire, mais encore une fois, quand je dis spoiler, c'est-à-dire ne pas aller plus loin que le tome 1, je vais pas te le raconter en détail, évidemment que non, je suis obligé de te poser certaines bases. Donc, nous avons Tetsuo. Tetsuo, il est à la tête d'un gigantesque robot, hein, comme tous les gros robots de combat que tu imagines dans les mangas. Il y a des... Et évidemment, ce gros robot a été créé pour faire face à une menace extraterrestre, des monstres qui viennent attaquer la Terre. Tetsuo, il va essayer de la sauver, justement, la Terre. Il y aura du combat, je rentre pas trop dans les détails pour que tu aies des surprises, parce que c'est intéressant. Et puis à un moment, il va rentrer sur Terre. Ça sous-entend qu'il l'a quitté. Et quand il va revenir, quelques temps après, beaucoup de choses ont changé. Période hivernale extrême, la Terre est recouverte d'une épaisse couche de glace. Les habitants, les survivants, il y en a sûrement, mais il faut les chercher et les trouver parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et il y a bien plus de monstres que quand il est parti. On a affaire à un post-apocalyptique avec un héros qui est très manga-esque. Alors quand je dis manga-esque, c'est-à-dire qu'on a un jeune héros, c'est plutôt bien expliqué. Au début, pourquoi il est si jeune, ça je trouve que ça passe, mais c'est-à-dire le jeune héros qui est très timide, qui ose pas parler aux gens, littéralement, qui est limite
timide, maladif, mais qui, quand il faut se ressaisir et qu'il faut se battre, là d'un coup, c'est presque change de personnalité. À part ça, ce qui, je pense, ne gênera pas la majorité des gens, mais qui pour moi m'a un peu interpellé, on a un bon manga en vérité, post-apo, de SF également, puisque évidemment, rapidement, il va trouver des personnes, des survivants, on va en apprendre un petit peu plus sur les monstres, et au fur et à mesure de l'avancée, entre autres dans le tome 2, on va rajouter pas mal de fantastique. Je préfère te préciser. C'est-à-dire que le mood que tu as dans le tome 1, ça monte crescendo. Et je pense que le crescendo s'arrête dans le tome 2. T'as bientôt, je crois, il est sorti, ou il va sortir le tome 4. Prépare-toi, si tu souhaites tester Snowball Earth, à du fantastique. Quand je dis du fantastique, c'est-à-dire que... Alors, comment est-ce que je pourrais dire ça sans te spoiler? Peut-être que les monstres, il est capable de communiquer avec eux, certains en tout cas, et de s'en faire des alliés. Voilà. Donc, à partir du tome 2, on va vraiment partir là-dessus. On va avoir un petit peu de combat de monstres. Personnellement, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, moi, tout ce qui est combat à grande échelle, c'est-à-dire gros robots, monstres gigantesques, je n'apprécie pas particulièrement, donc je vais pas juger ça dans ce manga-là, je vais juste parler de ce que, au final, de ce que moi j'ai aimé, c'est-à-dire ce côté dévastation, désolation, découverte, survie, et au final, sociabilisation des êtres qui restent. Ça, c'est des sujets que j'apprécie, et qu'on va d'ailleurs aborder dans le prochain bouquin. Nous allons ensuite suivre l'histoire de Chloé dans Soloist in the Cage. Alors, ce bouquin-là, comme je t'ai dit, je l'ai reçu il y a 1 heure. Au départ, il m'a été proposé par Kyun en envoi en service presse. J'ai vu la jaquette, je me suis dit, bon, moi l'histoire d'une danseuse dans une cage, blablabla, ça m'intéresse pas. Hein, voilà. J'ai vu Black Swan, ça suffit pour moi la danse. Et puis ensuite, par curiosité, je suis allé voir quelques planches. Et je me suis intéressé de quoi ça parlait. Et là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, je me suis totalement fait une fausse idée de ce qui est à l'intérieur. Alors, le contexte, c'est une cité, prison, gigantesque ville, des murs tellement hauts qu'on en voit à peine le bout. À l'intérieur, pas de règles, pas de policiers, pas de loi. Ça fait 80 ans que ces murs ont été érigés, que cette prison a ouvert, donc il y a déjà plusieurs générations de prisonniers qui s'y sont succédés. Et certains ont refait leur vie. Et il y a parfois des gens qui sont nés dans la prison. Dans cette ville prison. Évidemment, c'est très inspiré de New York 97, un film avec le personnage de Snake Plissken, évidemment. Snake Plissken qui doit retourner dans la ville pour chercher, sauver, etc. Là, on est un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que cette jeune fille, elle est née à l'intérieur. Je ne te dis pas qui, comment, pourquoi, mais elle a réussi à en sortir. Et elle revient pour chercher son jeune frère qui est encore à l'intérieur. Un très bon manga qui m'a donné ce que je venais y chercher. Je veux trouver une ville sombre, qui fait peur, avec des personnages sans foi ni loi, avec de la violence, avec parfois un petit peu d'espoir au milieu de tout ça. Soloist in the Cage est un excellent manga, en 3 tomes qui vient de sortir et se finir. Assurément, on en reparlera sur la chaîne, parce que je veux lire le tome 2, je veux lire le tome 3. Les dessins sont parfois un petit peu atypiques, mais en vrai, ils servent l'histoire. Quand je dis atypique, de toute façon, tu as pu déjà les voir, je te les ai vraisemblablement déjà montrés. Il se passe pas mal de choses dans ce tome 1. Pour moi, c'est une réussite. Je m'attendais pas à trouver ça à l'intérieur, vu la jaquette, encore une fois, je me répète beaucoup, j'en suis désolé. Ah oui, et on la voit danser. Ah oui, c'est vrai qu'elle danse, mais elle danse avec des couteaux. Quand t'as une jeune fille qui est très motivée, qui a plus de limites, et qui danse avec des couteaux, je te laisse imaginer le carnage qu'elle peut faire.
excellentissime manga, Soloist in the Cage. Maintenant, parlons d'un manga assez atypique. Et il est particulier, c'est déjà la 3e édition de ce livre. C'est une réédition chez Panini de Sous un rayon de soleil. Tome 1, tome 2, comme tu peux le voir ici. Ça sort bientôt et ça sera disponible aussi dans un coffret blanc qui ira très bien avec le coffret bleu des histoires courtes de Tsukasa Ojo qui est sorti récemment. Pour rappel, Tsukasa Ojo, c'est le papa de City Hunter, ou Nicky Larson, hein, c'est la même chose, ou d'un autre manga qui ressort en ce moment chez Panini, Cat Size. Donc, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? À l'intérieur, on va suivre l'histoire de Sarah et de son papa, qui viennent s'installer en bas d'un bâtiment. Et ils sont fleuristes itinérants. Mais il y a 2 choses. Déjà, Sarah, elle a le pouvoir de communiquer avec les plantes. Et puis, certaines personnes ont connu Sarah il y a 10 ans. Certains jeunes hommes qui étaient avec elle à l'école. Sauf que c'est étrange, parce que Sarah n'a pas vieilli depuis 10 ans. Bon, c'est le postulat de base. Ce qui est intéressant, c'est que quand je te dis que des jeunes hommes ont connu Sarah il y a 10 ans, c'est arrivé dans une histoire courte que tu peux retrouver dans les histoires courtes de Tsukasa Ojo qui sont sorties il y a très peu de temps, encore une fois dans ce coffret bleu, dans le tome 2, je crois, dans une nouvelle qui s'appelle « C'est pas le cadeau de l'ange », la nouvelle m'échappe, mais je te mets le nom ici, là. Donc, c'est du slice of life, dans lequel très souvent, on va se retrouver avec Sarah et ses nouveaux amis, ou les gens qui gravitent un petit peu autour d'elle, et des aventures très souvent en rapport avec les plantes. Très souvent, Sarah va communier, parler avec les plantes, et ça, si tu cherches de la bagarre, si tu cherches des gros robots, ou des gros guns qui tirent dans tous les sens, tu vas être très déçu. Tsukasa Ojo, avant d'avoir fait ça, a fait City Hunter, Nicky Larson, un excellent manga, avec beaucoup d'humour, et tu sens cet humour là-dedans. Mais c'est vrai que côté action, là, on a fait Slowdown. Je suis très impatient d'une autre édition qui va arriver normalement début d'année prochaine, c'est Rash, parce qu'à la Japan Expo, le maître, je crois pas qu'il l'ait dit en public, mais Tsukasa Ojo, qui était donc venu à la Japan Expo 2023, a dit que pour lui, son prime en termes de dessin, c'était Rash. Ça, c'est sorti, je crois, 1 an avant Rash, donc t'as pu le voir, de toute façon, je t'ai partagé des comment est-ce qu'on peut dire, des images, tu les as vues. Très honnêtement, c'est beau. Ah, c'est beau. Si c'était pas Tsukasa Ojo, c'est pas obligatoirement quelque chose que j'aurais acheté ou que j'aurais gardé. Mais là, c'est le maître, donc évidemment que je veux le garder. De surcroît, j'aime beaucoup voir ces histoires courtes qui permettent à l'auteur de sortir, j'allais dire d'un univers, mais pas tout à fait, parce qu'on sent quand même que vraisemblablement, c'est un peu le même univers. Tsukasa Ojo, tous ces mangas, ils sont un peu dans le même monde. Mais en tout cas, c'est agréable de voir une autre vision, une autre histoire racontée par le même auteur. Et comment parler d'un bilan lecture sans parler d'un shonen qui est plus shonen que le plus shonen des shonen? Je te parle de Gash Bell, une réédition de Zach Bell, un manga qu'on a déjà vu en France, sauf que là c'est dans une beaucoup plus belle édition, plus qualitative, plus grande. Honnêtement, Meian fait du très très bon travail sur l'édition, ça on le savait déjà. De quoi qu'est-ce donc que ça parle, Gash Bell? Alors, laisse-moi t'expliquer. On a, de mémoire, je crois que le héros s'appelle Kiyomaro. Oui, Kiyomaro, je ne suis pas trompé. Qui est un jeune étudiant extrêmement doué. Qui va, un jour, être abordé très clairement par un petit garçon. Ce petit garçon se retrouve à avoir des pouvoirs. Et en plus, il a un livre. Tu vas rire. Attends. Un petit garçon qui est un démon, un livre, un jeune étudiant super intelligent, ça te rappelle pas quelque chose, ça? Bon, entre autres. Non, c'est pas un Death Note, là, cette fois-ci, c'est un livre de sorts. Gash Bell est un manga qui est assez ancien, hein. Voilà, c'est lui qui est arrivé en premier. Donc, dans Gash Bell, on va tout simplement découvrir que ce petit garçon avec ce livre, en fait, il n'est pas tout seul. Ils sont 100 en tout, des enfants un peu bizarres avec des livres magiques. Et ces 100 enfants étranges et bizarres vont trouver 100 humains qui vont devenir des sortes de magiciens, et ils vont tous devoir s'entretuer
pour savoir qui va être le nouveau roi des enfers. Ni plus, ni moins. Alors si ça, c'est pas un scénario de shonen, je ne sais pas ce que c'est que le shonen. Évidemment, on va avoir une évolution de notre héros, qui au départ est assez tête à claque, est assez imbuvable, puis au fur et à mesure, qui va gagner de l'empathie. On a un petit démon qui au final est un petit peu comme Sangoku, c'est-à-dire qu'au départ, il se souvient plus vraiment de qui il est. Il se rend compte qu'il est un démon. Mais au final, peut-on être quelqu'un de gentil et de sensible malgré sa nature ? Souviens-toi, Sangoku, tout ça. On va avoir droit à un peu de tranche de vie, mais aussi, régulièrement, évidemment, à du combat. Chaque livre, et donc chaque petit démon, a ses capacités, qui peut être tout et n'importe quoi, hein, le feu, la glace, des sorts, au fur et à mesure qu'on rencontre des ennemis puissants, il y a de plus en plus de sorts. Évidemment, tu vas avoir parfois certains antagonistes, certains adversaires qui vont être touchants, parfois qui vont pas tout à fait vouloir se battre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a évidemment toujours une association entre humains et démons. Parfois, ça peut faire des associations assez détonnantes. Très intelligent de l'avoir fait, parce que ça permet, au lieu d'avoir un méchant à chaque fois, un combat avec un archétype, bah là, le fait d'en mixer deux, ça peut... Un petit peu comme les Daily Shock, tu vois. Ça fait plus de combinaisons possibles. Et c'est très bien. En ce qui concerne les dessins, je t'ai laissé juger. En effet, ils peuvent paraître un petit peu vintage pour certains. Moi, ça m'a pas dérangé. Mais est-ce que moi-même, je ne suis pas déjà vintage ? J'ai envie de te dire que, pour moi, Gash Bell est un très bon shonen. Si tu aimes les vieux shonen, entre guillemets, hein, quand je dis vieux, je mets les guillemets. Si tu aimes les shonen un petit peu anciens, et que tu veux découvrir dans de très bonnes conditions ce shonen plus shonen que les shonen, n'hésite pas. La question est, qui deviendra le roi des pires démons ? Des démons, avec leur livre démoniaque. Et voilà, c'était Ed, j'espère que la vidéo t'a plu. Pour moi, comme d'habitude, c'était un plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec... Avec quoi qu'est-ce donc ? Avec la 4e et dernière interview de Comme à la maison, que j'ai fait sur scène à la Japan Expo, avec Sullivan Rouault, directeur de collection chez les éditions Mangetsu. J'ai envie de te dire, à la semaine prochaine, c'était Ed. Ciao ciao.